Bernard Vivier, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. On reviendra sur le conflit à la SNCF. Tout d'abord, un mot sur Force ouvrière, puisque ce pauvre Jean-Claude Mailly, ça fait 14 ans qu'il était secrétaire général du syndicat. Il passe la main, ça se passe en ce moment au congrès de Lille, il passe la main à Pascal Pavageot. Alors vous y étiez, là, vous en revenez de Lille. Il paraît qu'il s'est fait siffler copieusement, Jean-Claude Mailly. Oui, l'ambiance n'est pas au beau fixe, parce que Jean-Claude Mailly a fait un parcours de 14 années de qualité. En 2004, quand il a été installé secrétaire général de Force ouvrière pour succéder à la grande figure rugueuse de Marc Blondel, l'organisation était en émoi. Et il a cicatrisé en interne les dissensions, donc il a apaisé les choses. Et puis il a conduit son organisation dont il rend les clés aujourd'hui en l'état où il l'avait trouvé. C'est la 3e organisation syndicale. Elle se positionne de la même façon en 2018 qu'en 2004. C'est-à-dire mi-contestataire, mi-réformateur. Exactement. Ouais. Ça, c'est un peu la caractéristique de Force ouvrière. Force ouvrière est née il y a 70 ans ce mois-ci sur 2 idées clés. L'indépendance. Il faut dire qu'en 1947, le Parti communiste avait colonisé la CGT et une grande partie des troupes de la CGT avaient refusé cette colonisation et ils avaient créé Force ouvrière, donc l'indépendance à l'égard de tout parti politique. Et deuxièmement, la politique contractuelle, la négociation, l'idée que négocier, c'est plus efficace que faire grève. Alors là, on lui reproche de trop négocier. Il avait invité Martine Aubry, qui lui a lancé un scub. Elle lui a dit « Tu sais, mon cher Jean-Claude, je t'aime beaucoup, mais je ne comprends pas tes positions sur les ordonnances. » Et les délégués, il y avait une déléguée FO là, qui l'a accusé d'avoir vendu la classe ouvrière à Macron et au MEDEF. Alors, la pichenette de Martine Aubry en direction de Jean-Claude Mailly n'était pas très élégante au début du congrès, même avant l'ouverture du congrès. Que s'est-il passé ? Jean-Claude Mailly, en 2016, est confronté à la loi El Khomri. Et le gouvernement de l'époque mise beaucoup sur la CFDT et ignore Force ouvrière. Force ouvrière est un peu cornérisé, mis dans un coin du terrain de jeu, va voir la CGT et pendant 6 mois monte 14 manifestations, donc une grosse colère contre le gouvernement pour en fait n'aboutir à rien. Emmanuel Macron arrive à l'Élysée au printemps 2017, rebelote, des réformes à faire. Très pragmatiquement, Jean-Claude Mailly dit « Je ne vais pas obtenir ce que je veux par les manifestations parce que Hollande, il faisait 5% dans les sondages à la fin de son mandat et là, Macron, il n'est pas à 5%, il est bien plus. » Et par un travail de contact, il a réellement obtenu des avancées sur les ordonnances projetées par Emmanuel Macron. Il a fait réviser le texte, la négociation de branche, la revalorisation des indemnités de licenciement, enfin un certain nombre d'avancées. Et finalement, il obtient un certain nombre d'avancées qu'il n'aurait pas eues dans les manifestations avec la CGT. Au passage, il décolle l'image de Force ouvrière de celle d'une organisation accessoire de la CGT. Mais en interne, c'est difficile. Les militants qui ont manœuvré pendant 14 manifestations, on leur dit maintenant, restez à la maison, n'allez plus pousser la chansonnette dans la rue, c'est moi qui m'en occupe tout seul face à Macron, et ils payent l'addition. Il faut dire aussi que dans un congrès, quand le chef s'en va, on a un peu plus de courage pour le critiquer. Alors, sauf qu'il va être remplacé par Pascal Pavageot, qui lui aussi critique ces négociations passées avec Macron, etc. Pascal Pavageot, qui lui est très contestataire, ça ne va pas faire les affaires du gouvernement, ça, alors qu'on est en plein conflit SNCF. Il faut s'attendre à un durcissement de Force ouvrière ? Oui, vraisemblablement. En tout cas, dans un premier temps. Le premier temps, ça peut durer 1 an, 2 ans, oui. Sur le long terme, Force ouvrière va retrouver son ADN naturel, l'indépendance, la négociation. Mais sur une période plus courte, Force ouvrière a besoin de se repositionner, de ne pas apparaître comme une organisation qui finalement accepte des ordonnances qui sont sur le fond plus lourdes pour Force ouvrière que la loi El Khomri. Alors, du coup, on en arrive au conflit à la SNCF. Est-ce que vous voyez, Bernard Vivier, un scénario de sortie de crise ? Parce que là, le conflit s'enlise, on a l'impression. Oui, il s'enlise avec une opinion publique qui ne prend pas parti, plutôt pour la réforme, mais qui ne désavoue pas les grévistes. Un taux de grévistes qui ne bouge pas tellement, finalement. Non, et des voyageurs qui s'habituent au handicap, un peu de télétravail, du covoiturage, des RTT. Enfin, 74% des Français disent ne pas être impactés dans leur vie de tous les jours par cette grève. On s'accommode, voilà. Maintenant, la situation ne peut pas durer ainsi, c'est évident. Quel est le point de sortie ?
c'est la négociation d'une convention collective. C'est-à-dire la mise en place de dispositifs de garantie collective qui vont permettre aux agents actuels en partie aussi, mais surtout aux nouveaux entrants, aux nouveaux agents de la SNCF, aux nouveaux salariés de la SNCF, de disposer de sécurité collective qui rendent les agents solides et en même temps qui permettent à l'entreprise SNCF de devenir performante, productive et concurrentielle, parce que la SNCF a devant elle de beaux avenirs, un bel avenir sur le marché du rail européen. D'accord, donc il y a un peu de grain à moudre. Alors la CGT est contre, de toute façon elle est contre le principe même de l'abandon du statut des cheminots pour les nouveaux, contre l'ouverture de la concurrence, etc. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est la tactique de la CFDT. Parce que Laurent Berger, il y a 10 jours, va sur RTL, dit « Ah, c'est formidable, il y a des avancées ». On croit voir une sortie de crise, et puis 2 jours après, il va à la télé et il dénonce ce gouvernement qui n'entend rien, qui ne veut négocier sur rien, etc. Donc on ne comprend pas Laurent Berger, dans quel état d'esprit il est vis-à-vis de cette réforme. La CFDT est un peu comme Force ouvrière. Ce sont 2 organisations qui placent la négociation comme prioritaire. Mais quand le gouvernement ignore, délaisse les organisations syndicales pour jouer sa carte sans les syndicats, je force un peu le trait, mais pas loin, la CFDT dit hey, « Oh, il y a des corps intermédiaires, il y a des syndicats, il y a du patronat. Nous avons un rôle à jouer. » Et puis, n'oublions pas que la CFDT va dans quelques courtes semaines avoir, elle aussi, un congrès qui ne sera pas un congrès avec un renouvellement de dirigeants, mais qui est un congrès où, collectivement, un petit millier de délégués, pendant une semaine, vont débattre des orientations. Pour l'équipe dirigeante, ce n'est pas toujours une situation de grand confort. Bernard Vivier, vous disiez à l'instant, je grossis un peu le trait, mais le gouvernement n'écoute pas trop, ne consulte pas trop les syndicats. Est-ce qu'il peut se permettre de les humilier alors que, après cette réforme de la SNCF, il y a une réforme ô combien plus compliquée qui est la réforme des retraites, où Emmanuel Macron entend abroger les régimes spéciaux. Là, il aura besoin des syndicats, non ? Alors, il peut ne pas en avoir besoin s'il joue la carte de « je gouverne seul sans les syndicats ». À la Margaret Thatcher. Exactement. Auquel cas, Emmanuel Macron pourrait jouer la carte « je réforme la SNCF » comme Margaret Thatcher, il y a très longtemps, avait écarté les mineurs et avait mené des réformes très très dures. Auquel cas, il déblaye le terrain et il a devant lui 4 années où il peut faire ce qu'il veut. Attention, ça c'est un calcul crispé. Dans un pays comme la France, on a besoin d'organisations syndicales qui aussi régulent la société. Parce que la sanction pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir à ce moment-là les zadistes, Nuit debout, des mouvements spontanés et finalement une démocratie d'impulsion, de contestation et d'émotion et non pas une raison organisée. Il y a un côté donc qui tout double pour Macron, on voit bien, avec cette réforme de la SNCF. Est-ce que vous diriez la même chose de la CGT ? Qu'est-ce qu'elle joue, la CGT, dans ce conflit ? Si vous me permettez d'être un peu dur, je dirais qu'elle ne sait pas très bien quel est son logiciel de fonctionnement, son positionnement. Elle joue une partition syndicale qui est sur le registre de la conservation, et elle joue gros, parce qu'en effet, aujourd'hui, à ne pas renouveler son logiciel, à ne pas émettre des propositions, elle en fait pourtant, la SNCF, mais à être dans une logique du « je suis contre tout », elle n'avance pas et qui n'avance pas recule. On le voit aux élections professionnelles, dans les entreprises, au niveau national, la CGT s'affaisse progressivement. Ce serait dommage parce que c'est une grande organisation et qui fait partie de notre histoire et de notre avenir. Eh bien, merci beaucoup, Bernard Vivier, pour toute cette analyse donc, sur les conflits en cours et la passation de pouvoir à Force ouvrière, donc directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Quel bilan faire de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis ? Pourquoi les 2 présidents ont-ils surjoué la carte de l'amitié ? Était-ce sincère et à quoi cela a-t-il servi ? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron, Trump, beaucoup de câlins pour rien.